Bonjour, bienvenue à notre dernière séance pour aujourd'hui. Nous allons commencer avec Anne D. Hedman, qui est très bien connue dans les deux côtés de l'Atlantique. Elle a étudié à Princeton University et Johns Hopkins University, et elle est professeure d'histoire de l'art à l'Université de Kansas. Ses recherches portent sur la relation entre le texte et l'image dans les manuscrits français vernaculaires de la fin du Moyen Âge. Elle est l'auteure de 3 livres, The Royal Image, The Illustrations of the Grande Chronique de France, 1274 to 1422, of Counselors and Kings, the 3 versions of Pierre Salmon's dialogues, and Translating the Past, Laurent de Premierfait and Boccaccio's de Casibus, et d'un catalogue d'expositions avec Elizabeth Morrison, Imagining the Past in France, 1250 to 1500. Elle vient de terminer et soumettre à une presse son nouveau livre, Visual Translation and the First French Humanists. Ses travaux ont été financés par les bourses de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation, de la National Science Foundation, du CNRS et des autres, et elle a été élue membre de la Medieval Academy of America en 2010. Et aujourd'hui, sa communication, c'est imaginer le passé, matérialité et réception dans les grandes chroniques de France de Charles V. Okay, and voilà. And to make it advance, do I do this? Pour le faire avancer, je fais ça. Est-ce qu'il faut? OK. Bonjour. Bon après-midi. Je veux commencer aussi en remerciant Isabelle et Nathalie pour organiser cette colloque incroyable. J'ai beaucoup appris ce matin et je suis très contente que je suive Itai parce qu'il avait fait une bonne... il a décrit la vie intellectuelle à Johns Hopkins, dont je me suis issue aussi, mais j'étais à peu près entre 11 et 15 ans avant lui. Donc, c'était un peu différent, mais pas beaucoup. Ça commençait quand j'étais là. Je vais faire ce que tout le monde, beaucoup de gens avaient fait, c'est de commencer en parlant de mes expériences personnelles, la façon dans laquelle j'ai trouvé la méthode que j'utilise aujourd'hui. Et aussi, je ne peux pas parler sur les images, donc je vais vous montrer un exemple pour montrer ce que je fais. Mes réflexions aujourd'hui se concentrent sur le rôle que le dialogue interdisciplinaire a joué pour m'aider à développer l'approche méthodologique que j'utilise aujourd'hui. J'ai commencé mes études sur des manuscrits médiévaux séculaires à la fin des années 70 et au début des années 80, lorsque l'approche de l'histoire d'art, initiée par les érudits tels que Millard Neese, dont on a parlé ce matin, analyse stylistiquement les enluminures françaises de la fin du Moyen Âge d'un point de vue aristocratique, axé sur les œuvres des grands peintres et le mécénat des grandes. Cette approche a largement ignoré le manuscrit en tant qu'objet matériel mêlant texte et image. Il a accordé peu d'attention aux environnements culturels du commerce de livres ou au réseau intellectuel et culturel des auteurs, des clients ou de lecteurs qui fabriquaient, distribuaient et consommaient des livres enluminés. Mes intérêts étaient plus vastes. Ce qui a fait et continue de rendre l'étude des manuscrits intéressante pour moi, c'est le fait que les manuscrits sont le produit de la collaboration. En effet, ils sont un produit interdisciplinaire. À la fin du Moyen Âge, la période que j'étudie, les manuscrits fabriqués en France sont généralement produits par les libraires éditeurs laïcs qui ont trouvé un texte ou en ont reçu un. Ils ont ensuite organisé des scribes. Ils ont organisé des scribes qui ont copié le texte, des artistes qui ont peint les marges ou les initiales et qui ont conçu et exécuté des enluminures. Les auteurs ou traducteurs travaillaient également avec les libraires.
et les médecins avaient souvent le mot à dire sur le fonctionnement des illustrations. Ici, une image illustre une partie de cette dynamique complexe. Jean de Berry accepte le produit final d'un traducteur présenté par l'auteur original, avec le soutien d'un noble qui touche le livre. Cet homme anonyme peut être un intermédiaire ou même un client dans la production du livre. Le résultat est un objet, un manuscrit qui incarne ces collaborations complexes. Comprendre la collaboration qui s'est produite dans les manuscrits de la fin du Moyen Âge nécessite une solide connaissance des domaines de recherche qui complètent l'histoire de l'art. J'ai eu la chance d'être étudiante universitaire quand l'étude des manuscrits enluminés était en pleine transformation. L'intérêt scientifique se détourne d'une étude de ce que l'on appelle les peintures médiévales, où les images des manuscrits étaient considérées comme les petites peintures de chevalet, souvent reproduites isolément, comme ici, au profit d'une approche qui considère les enluminures comme une partie d'un système de communication complexe qui résultait des contributions de nombreux fabricants de livres manuscrits et des traditions littéraires et historiques. Heureusement, en obtenant ma licence et mon doctorat, j'ai étudié avec Anne Van Buren et Sandra Hindman, érudites formées et en partie par LMG Delacé. Delacé était philologue romain et bibliothécaire à la Bibliothèque royale de Bruxelles avant d'accepter une série de postes. Il était professeur invité à Berkeley, Harvard, Cornell et enfin il a gagné un poste permanent à Oxford. Il a influencé une génération d'historiens d'art qui posaient des questions très différentes de celles posées par Mies. Delacé a appelé son approche des manuscrits l'archéologie de livres. Ces praticiens considèrent le manuscrit dans son intégralité comme un objet physique fabriqué à un moment, dans un endroit spécifique et réunissant images et textes. Il a souligné la matérialité du livre et sa réception continuelle dans un cadre historico-culturel. Quand j'ai choisi les grandes chroniques de France comme sujet de recherche pour ma thèse à Johns Hopkins University, j'ai eu des échanges fructueux avec la faculté interdisciplinaire dans la région de Baltimore. J'ai fait un stage au Walters Art Museum sous la direction de Lillian Randall, où j'ai assisté aux travaux de catalogage des manuscrits pendant 9 mois. Cette expérience m'a donné une facilité en des analyses codicologiques. L'échange intellectuel le plus important s'est déroulé avec l'historienne Gabrielle Spiegel, que Itai a mentionné avant. Elle avait écrit sa thèse sur la tradition historiale de l'abbé de Saint-Denis et elle venait de tourner ses attentions vers l'historiographie médiévale face à la tournant linguistique. Elle a théorisé que nous devrions envisager la formation des canons médiévaux dans le contexte de ce qu'elle a appelé le moment d'inscription d'un texte. Son analyse de ce moment d'inscription décrit la contribution de facteurs sociaux et historiques à la formation d'un texte. Pour elle, l'inscription est, je cite, « la manière dont le monde historique est intériorisé dans un texte et sa signification fixée ». Fin de citation. Les choix et les actions des auteurs d'un texte, faits à un moment donné, intériorisèrent leur propre monde historique. Ils créent, et je cite encore, la réalité sociale du texte, une réalité qui existe à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la performance particulière incluse dans le texte, à travers les inclusions, les exclusions, les distorsions et les contraintes du texte. Fin de citation. Bien que Spiegel n'ait pas discuté des enluminures, son idée est particulièrement utile pour discuter la production des manuscrits enluminés, dans lesquels auteurs, artistes, mécènes et libraires ont collaboré pour produire un objet qui intériorise et incarne les réalités sociales de ces multiples producteurs. Quand je suis arrivée à Paris pour mes recherches, j'ai continué mes relations avec des historiens. Sur la recommandation de Spiegel et Hindman, je me suis inscrite au séminaire parisien de Bernard Guenet et de Gilbert Huy. Vous pouvez voir les personnalités différentes.
Leurs enseignements et conseils et les rencontres avec les participants au séminaire m'ont permis d'affiner mon approche méthodologique. En plus, le réseau d'érudites français que les séminaires de Oui et de Guenay et l'équipe de recherche de Oui à CNRS m'ont fourni continuent à enrichir mes études sur la fonction des images à la fin du Moyen Âge. À la suite de mes études aux États-Unis et en France, je suis convaincue que le passé, en particulier le passé historique, représenté dans les images de manuscrits médiévaux, se révèle si nous considérons les moments différents où les manuscrits et ces images ont été créés et lus. Il y a le moment où le texte a été écrit ou traduit, le moment où un manuscrit enluminé contenant ce texte a été fabriqué ou modifié, et même des années plus tard, le moment où le manuscrit a été retiré d'une étagère de la bibliothèque et relu. Mes recherches se sont attachées à essayer de rendre ces moments passés compréhensibles dans notre présent en étudiant les aspects matériaux, visuels et paratextuels des livres médiévaux. Pour illustrer cette approche méthodologique, j'utiliserai un exemple concret, les Grandes Chroniques de France de Charles V. Sa production implique un roi passionné de livres, son chancelier, qui le connaissait bien, deux scribes nommés par le roi, qui remplissaient les fonctions d'éditeurs royaux, et de nombreux artistes. Ce manuscrit est une copie inhabituelle du texte, car il a été réalisé en 3 étapes, comme vous pouvez voir ici. Vers 1375, un membre de l'entourage du roi Charles V, probablement le chancelier Pierre d'Orgemont, travailla avec le secrétaire royal Henri de Trévoux pour écrire et superviser la production de la nouvelle chronique. Ça, c'est la première étape. Ce qui est inhabituel dans ce manuscrit est la façon dont le chancelier a travaillé 2 fois aux étapes 2 et 3 avec un deuxième secrétaire royal, Raleigh d'Orléans. Ils ont écrit et supervisé la production de nouveaux textes à ajouter à la chronique afin de répertorier les événements les plus récents de la vie de Charles V. L'analyse codicologique de la structure du livre montre qu'à 2 reprises, ils ont sorti le manuscrit de la Bibliothèque royale, ils ont retiré sa reliure et ajouté de nouveaux textes enluminés pour continuer la chronique. Dans la 3e étape de la production, Raleigh a également excisé des pages de la première partie du manuscrit pour y insérer des folios réécrits marqués ici en rouge. Quelqu'un, probablement le chancelier, a écrit en marge de plus vieux exemplaires de la chronique conservés à la Bibliothèque royale et l'a préparé pour le scribe Henri de Trévoux. Henri l'a utilisé comme source d'événements historiques jusqu'en 1270. Vous voyez ici un détail de la marge de cette chronique ancienne avec des annotations suggérant à Henri de Trévoux d'ignorer une partie du texte et ici une note indiquant à Henri de ne pas laisser l'espace pour une image lorsqu'il a copié cette partie du texte. L'abréviation IST un peu plus bas indique où Pierre voulait qu'Henri laisse de la place dans sa copie du texte pour une image. Le premier exemplaire de la chronique conservée à la Bibliothèque royale fournissait le texte faisant autorité, au moins pour l'histoire jusqu'à 1270, mais il n'a pas fourni le cycle visuel faisant autorité à cause des différents moments d'inscription des 2 manuscrits. Le résultat de ce processus de révision de texte et d'image pour les grandes chroniques de roi Charles a été un livre très différent de celui fabriqué 100 ans plus tôt. Une fois achevé en 1379, le manuscrit du roi contenait un texte plus long, ponctué de 175 images, dont la taille variait d'une colonne à la page entière. Comme exemple de mon approche méthodologique, je vais me concentrer sur une image peinte lors de la 3e étape de production, l'étape ici en rouge. Et je vais examiner les implications de son moment d'inscription. L'exemple que je vais utiliser comme objectif principal provient de la toute dernière partie des Grandes Chroniques de Charles V, rédigée par son chancelier Pierre d'Orgemont, transcrite par Raleigh d'Orléans et illuminée à un moment donné de
1379 à 1380 comme l'ajout final au manuscrit. Travaillant en étroite collaboration et conscient des souhaits du roi, le scribe et le chancelier ont mis en scène le texte le plus récent qui décrit la visite diplomatique en 1378 à Paris de l'empereur Charles IV. En ajoutant de nouveaux textes enluminés et par des interventions radicales dans la partie préexistante du manuscrit, ils ont tenté de façonner la mémoire de l'événement pour les futurs lecteurs. Je suggérais comment ils l'ont fait en présentant un exemple complexe d'images et textes interdépendants dont la fonction complexe apparaît lorsque les différents moments d'inscription du manuscrit sont pris en compte. Cette image de grand entremets, l'une des plus célèbres du manuscrit, montre un spectacle lors d'un dîner d'État auquel assistaient le roi Charles V au centre, l'empereur Charles IV et son fils, le roi Wenceslas. L'importance de cette performance dans la rhétorique visuelle du manuscrit est soulignée à la fois par son échelle, c'est l'une des plus grandes images, et par le fait qu'il s'agit de l'une des deux seules images mentionnées spécifiquement dans leur texte, comme vous pouvez le voir ici, indiqué en jaune sur le folio qui le précède, où il dit, comme il est figuré en l'histoire, ci-après portrait et imaginé. Le texte de la chronique décrit cette performance d'entremets représentant Godefroy de Bouillon, qui capture Jérusalem lors de la première croisade, un événement du XIe siècle. Toutefois, les accessoires et le costume représentés dans l'enluminure recouvrent cet événement passé de résonance contemporaine pour les lectures de ce manuscrit lorsqu'il a été peint vers la fin du XIVe siècle. Les accessoires du théâtre, à gauche, le bateau contenant Pierre l'Ermite qui ralliait les croisés, et à droite, un château représentant Jérusalem, sont décorés par blasons et habités par les acteurs en robes, armure et couronne, y compris un groupe de sarrasins au sommet de la tour qui, selon la chronique, criait en arabe. Godefroy de Bouillon, qui est devenu le roi de Jérusalem au XIe siècle, est mentionné dans le texte du chapitre, mais ceux qui portaient les autres blasons ne le sont pas. L'un des personnages distinctifs, un roi anglais, est probablement le héros anglais Richard Cœur de Lion, qui a participé à la troisième croisade, presque 100 ans après Godefroy. L'image du roi Richard et du roi Godefroy de Bouillon, agissant héroïquement contre les infidèles, n'est pas exacte du point de vue historique, mais il offre un contraste saisissant et purement visuel avec le roi anglais contemporain Richard II et avec les relations contemporaines entre la France et l'Angleterre. Quand l'entremets de 1378 fut peint une année plus tard, le roi Richard II avait 11 ou 12 ans et les autres gouvernaient pour lui. En plus, à ce moment, la France et l'Angleterre étaient en pleine guerre l'une contre l'autre plutôt que contre les infidèles. La considération, premièrement, du moment d'inscription historique intériorisé dans cette enluminure et ensuite de l'addition physique de cette enluminure au manuscrit aide à contextualiser la référence visuelle au roi anglais. Premièrement, considérons la place des grands entremets dans le contexte du cycle visuel du manuscrit lui-même. Les deux images marquées en rouge ici sont les deux seules sur les 175 enluminures de ce manuscrit d'être mentionnées dans le texte, et elles sont toutes deux grandes. La rubrique de courts chapitres qui précède la première, l'ordre de l'étoile, de deuxième étape, mentionne l'image en face, mais elle met également l'accent sur la trahison des Anglais qui ont violé un traité et ont capturé une ville française, alors que l'image, en revanche, souligne le comportement chevaleresque du roi français Jean le Bon, entrôné en haut avec les membres de l'ordre de l'Étoile. Ces deux grandes enluminures des deuxième et troisième étapes des grandes chroniques illustrent les idéaux. Le croisé anglais idéal dont Richard Cœur de Lion a participé et le monarque français idéal, Jean le Bon. Et chaque idéal contraste avec une réalité alternative, celle décrite dans le texte accompagnant l'ordre de l'Étoile et celle vécue pour le roi Charles V et Pierre Lorgemont
lors de la visite de l'empereur. Dans le cas de l'image de Jean le Bon, le contraste est assez net, car le texte de la page en face rend explicite le contraste entre le bon français et les perfides anglais. Le contraste entre la bonté et la perfidie est aussi souligné par l'interaction image-texte des grands entremets, mais de manière plus compliquée. L'enluminure des grands entremets était conçue pour fonctionner avec un discours non traduit, justifiant la guerre de France contre l'Angleterre, que le roi Charles avait prononcé devant l'empereur et son entourage au lendemain du grand festin. Les membres de la cour royale, les visiteurs impériaux et leurs entourages ont assisté au discours anti-anglaise du roi de France. Cependant, la chronique ne transcrit ni illustre le discours avec une image. Au folio 475, ils ont choisi d'illustrer le chapitre qui se termine par un résumé du discours de Charles V, par une représentation d'un autre sujet de chapitre, la réunion de l'empereur avec membres de l'Université de Paris. Il s'avère que le discours a été illustré, mais pas avec une illustration conventionnelle. Le chapitre explique que le discours de Charles V était une performance tirée de sa mémoire et articulée autour d'une série de documents et de traités que le roi avait fait montrer à son public. Il durait 2 heures. Lors de son discours, Charles a fait lire les documents à voix haute et les a également fait traduire en français et résumer en allemand, pour son public. Ces documents constituaient les points essentiels de la structuration et les supports physiques du discours du roi. Tous ces documents, sauf 3, étaient déjà transcrits dans les grandes chroniques telles qu'ils existaient avant l'ajout de la 3e étape consacrée à la visite impériale. Apparemment, il était important pour le roi et son chancelier que tous les documents soient dans ce manuscrit d'histoire officielle. Les documents étaient, en un sens, des illustrations paratextuelles qui revivifiaient le contenu du discours du roi et le commémoraient dans son manuscrit. Ainsi, le chancelier du roi Pierre d'Augemont a collaboré avec le secrétaire, Raoulé d'Orléans, pour mettre en valeur tous ces documents essentiels. Pierre et Raoulé ont fait ajouter des notes paratextuelles dans les marges pour attirer l'attention sur les documents déjà cités par le roi dans son discours et déjà présents dans le manuscrit tel qu'il existait en 1377. Par exemple, une lettre de 1361 protestant en particulier contre l'emprisonnement en Angleterre d'émissaires français a été mise en jour avec ce qui s'est passé après, dans cette note dans la marge. Nota qu'il les fit mourir. Cette observation a répété une affirmation précise faite par le roi Charles dans son discours et citée dans le texte du manuscrit. Encore plus radicalement, quand Pierre d'Augemont et Raoulé d'Orléans avaient planifié le récit illustré de la visite de l'empereur romain germanique dans la 3e étape, ils avaient également prévu des substitutions illustrées de 3 documents que le roi avait cités dans son discours, mais qui n'avaient pas été inclus dans la première étape de la chronique. Raoulé d'Orléans a copié les 3 documents et les a fait illustrer par les artistes. Ensuite, quelqu'un a enlevé les pages de la première étape du manuscrit du roi pour insérer les documents dans leur position chronologique appropriée. Je vais montrer un exemple. Le traité de Paris de 1259 entre le roi français Louis IX et le roi anglais Henri II n'était pas à l'origine présent dans la première étape de chronique, même s'il offrait un important précédent d'hommage rendu pour les Anglais aux Français, que Charles a cité dans son discours. Pour corriger cette omission, Raoulé d'Orléans a annoté la liste de chapitres préexistants, comme vous voyez ici, pour indiquer que le traité figurait dans le chapitre 84 concernant la paix entre le roi de France et le roi d'Angleterre. Ensuite, un folio a été coupé de manuscrit au début du chapitre 84. Il a été remplacé par 3 nouveaux folios contenant une illustration et la transcription du traité de Paris. Raoulé a fait correspondre les nouveaux folios aux anciens dans la mise en page. À première vue, les folios substitués ici à droite se font bien dans les pages précédentes.
mais une analyse de paléographie, et je n'indique que la façon dans laquelle il est écrit « roi ». Analyse paléographique révèle que la page de droite a été écrite par les d'Orléans, qui a terminé le manuscrit, et celle de gauche de Henri de Trévoux, qu'il avait commencé. L'enluminure qui accompagne le traité inséré souligne la soumission du roi anglais Henri en rouge, qui rend hommage au roi français Louis en bleu. L'enluminure est placée au début du traité transcrit, pas au commencement du chapitre. Et les gestes des hommes en bas de page soulignent à la fois le document transcrit qui commence en bas de l'image et la soumission illustrée du roi anglais. L'enluminure de l'entremet, les documents substitués et les annotations marginales illustrent de manière complexe l'événement central de la visite de l'empereur à Paris en 1378 pour Charles V, c'est-à-dire le discours anti-anglais qui, à première vue, n'est ni transcrit ni illustré. Ces changements ont été conçus pour être encore amplifiés par les exemples positifs français et négatifs anglais préexistants dans les grandes chroniques dans la vie de Jean le Bon. Ces liens soigneusement planifiés étaient clairement visibles pendant les moments d'inscription, lorsque le manuscrit de Charles V était rédigé, révisé et complété par des scribes, des artistes, des auteurs et des éditeurs. Pour nous, à notre moment historique différent, ce n'est que par une combinaison d'analyse historique, codicologique et visuelle que nous pourrons retracer l'évolution de ce manuscrit sophistiqué des grandes chroniques ayant appartenu à Charles V et ainsi commencer à comprendre le pouvoir potentiel de l'imagerie profane au XIVe siècle. Merci.